C'est modeste. C'était un ado populaire et très sportif. Les filles étaient folles de lui. C'était quelqu'un qui ne passait pas inaperçu. Un vrai charmeur. Qui s'était extraverti, il parlait facilement avec les autres, même quand il ne les connaissait pas. Il était sympa et très gentil. Il était toujours aimable avec les autres et très poli. C'était un homme généreux et sociable. Tout le monde l'adorait. Il a passé son enfance dans le nord-ouest de San Mateo, un quartier relativement modeste, qui est entouré de plusieurs petites agglomérations très prospères, comme la ville mitoyenne d'Hillsborough, qui est la 5e ville la plus riche des États-Unis. La Silicon Valley accueille une bonne partie des 1% les plus riches du monde. Les membres de ce club très fermé atteignent des niveaux de vie souvent inimaginables pour le commun des mortels. Ils conduisent les voitures les plus chères au monde et ils vivent dans des résidences démesurées. De toutes les villes de la Silicon Valley, Hillsborough accueille la plus grande concentration de membres des 1%. Leur argent vient essentiellement du monde de la tech. Il habitait dans un quartier qui est à 2 pas de toute cette richesse. La différence de qualité de vie est flagrante. Keith rêvait d'avoir un train de vie à la tech bro. En 2009, il rencontre Tiffany Lee, qui habite à Hillsborough. C'est un ami commun qui les présente. Ils ont des parcours de vie aux antipodes l'un de l'autre. Tiffany vient d'une famille très aisée qui possède un empire immobilier en Chine. Au début des années 90, Tiffany Lee et sa famille quittent Hong Kong et viennent s'installer dans la Silicon Valley pour profiter de la hausse des prix de l'immobilier. Ils achètent des propriétés à travers toute la Silicon Valley. La Silicon Valley dégage une aura presque superstitieuse. Si on veut faire des millions, il faut être sur place. Le vieil adage de la destinée manifeste est encore largement d'actualité dans la Silicon Valley. C'est la mère de Tiffany qui gère l'empire immobilier. C'est une femme d'affaires redoutable. Contrairement à ses voisins de la Silicon Valley, Tiffany ne devient pas millionnaire par elle-même. Tiffany était une très belle jeune femme chinoise, dans la trentaine, qui a émigré aux États-Unis et qui possède un grand nombre de biens immobiliers dans la Silicon Valley et à Hillsborough. C'est l'héritière d'une immense fortune. La famille de Tiffany n'était pas simplement fortunée, elle était extrêmement riche. Et même encore plus que ça. Sa famille avait des propriétés un peu partout dans la baie de San Francisco. Tiffany habitait dans un immense manoir. Sa mère lui versait de grosses sommes d'argent tous les mois. Elle vivait dans le luxe. Elle avait des domestiques et des chefs cuisiniers qui répondaient à ses moindres désirs. Ses revenus provenaient des chèques des loyers. C'est plutôt sympa. Quand Keith a commencé à la fréquenter, il a changé de train de vie. Il n'avait plus vraiment besoin de travailler. Il pouvait s'offrir des objets de valeur. L'histoire d'amour entre Tiffany et Keith est un exemple parlant du proverbe « Les opposés s'attirent ». Elle est l'héritière d'une famille multimillionnaire. Elle lui fait découvrir un monde dans lequel il rêvait d'entrer et dont il n'avait jamais pu s'approcher. Désormais, il habite dans la Silicon Valley. Elle l'emmène dans les soirées mondaines. Il voyage à Dubaï. Il va aux Maldives. Il va à Hong Kong. Grâce à Tiffany Lee, ce jeune homme issu des quartiers modestes vit désormais comme un véritable tech bro. Ils tombent follement amoureux. Et en 2012, Tiffany et Keith ont leur premier enfant. Elle lui demande de venir s'installer dans le manoir d'Hillsborough qui appartient à sa mère. 2 ans plus tard, en 2014, ils ont une autre fille.
Ils ne sont pas mariés, mais ils s'en moquent parce qu'ils sont amoureux. Ils ont une famille. D'un point de vue extérieur, tout va pour le mieux. C'est une vie parfaite. Ils sont jeunes parents, mais Tiffany et Keith aiment sortir et s'amuser. Ils laissent leur fille à la maison avec les babysitters et ils sortent en boîte. Au cours d'une des sorties nocturnes du couple, Keith présente Tiffany à son ami, Kaveh Bayat. Keith et Kaveh venaient de se rencontrer à travers des amis en commun. C'était un ami qu'ils voyaient lors de soirées, le genre d'ami qui est toujours là quand il faut sortir en club ou aller dans un bar. Dès que Keith sortait, il était là. Keith Green est quelqu'un de très séduisant. Il est apprécié de tous. C'est quelqu'un de bien. Mais Tiffany Lee aime les mauvais garçons. Elle veut un vrai bad boy. Quand Tiffany Lee rencontre Kaveh, son attirance pour les mauvais garçons prend le dessus. En octobre 2015, à peine un mois après que Tiffany a rencontré Kaveh, Tiffany et Keith ont traversé une période difficile dans leur couple. Ils avaient parfois du mal à communiquer. Il m'a dit qu'ils avaient eu des différends pendant leur relation, mais je n'ai jamais connu les détails. Keith a découvert que Tiffany le trompait avec Kaveh Bayat. Il se rend compte que Tiffany a une relation avec Kaveh. Il voit par hasard la voiture de Tiffany garée devant la maison de Kaveh Bayat. Keith prend une photo de la voiture garée devant la maison. Il en est sûr. Elle est en train de le tromper avec Kaveh. Il décide d'en parler à Tiffany. Ils en discutent par SMS et au bout d'un certain temps, elle lui dit qu'elle aime Kaveh, qu'elle va quitter Keith et qu'il ne reverra plus jamais ses filles. Elle met Keith dehors. Peu de temps après, elle dit à Kaveh Bayat d'emménager au manoir. Keith doit désormais trouver de quoi subvenir à ses besoins et à ceux de ses filles. Au moment de la séparation, Tiffany avait la garde des filles. Keith avait un droit de visite en présence d'un tiers. Les conversations s'envenimaient de plus en plus. Tiffany a commencé à enregistrer tous leurs échanges. C'est ce que je te dis. On a tous les deux fait des erreurs, c'est tout. Il faut avancer, je sais pas quoi te dire de plus. Je trouve ça un peu facile. Tu peux dire ce que tu veux, mais ta vie n'a absolument pas changé. La seule différence, c'est que t'as un autre homme dans ton lit. C'est tout. Je suis heureuse. Ça te plaît pas que je sois heureuse? À partir d'octobre 2015, Keith et Tiffany ont débuté les négociations et ont discuté les termes d'un accord de séparation. Il s'est installé chez une amie de sa mère qui habitait dans un 2 pièces à Millbrae. Avec leur père, les filles devaient partager une pièce, alors que quand elles étaient avec leur mère, elles vivaient dans le manoir d'Hillsborough et sa dizaine de chambres. Logiquement, comme beaucoup d'entre nous l'auraient fait, Keith lui a demandé une pension afin d'offrir à ses filles, quand elles venaient chez lui, le train de vie luxueux auquel elles étaient habituées. C'est au cours de ces négociations que Tiffany s'est offusquée parce qu'elle considérait que Keith demandait une somme trop élevée. Un litige éclate au sujet de la garde. Et il s'éternise. Keith commence à fréquenter une autre femme, Cynthia Pinto. On était dans un bar. On s'est échangé des regards. Au cours de la soirée, on s'est rapprochés de plus en plus et il a fini par me parler. Au début de notre relation, j'étais souvent au milieu de ces conversations avec Tiffany. Elle répétait qu'elle n'arrivait pas à communiquer avec lui. Dans ces cas-là, j'entrais dans la discussion. Pendant une longue période, Tiffany lui a demandé de renoncer à ses droits parentaux. Elle ne voulait plus entendre parler de lui.
Mais ses filles étaient comme la prunelle de ses yeux. Il ne voulait pas renoncer à ses droits. Keith Green a fini par accepter de signer un accord avec Tiffany Lee. Fin avril, très peu de temps après, il obtient le droit de voir ses filles sans supervision. Il s'envoie des SMS à propos d'un siège bébé qu'elle doit lui apporter chez lui en voiture et qui lui permettra d'emmener les filles le jour de la visite. Il prévoit de se retrouver au Pancake House de Millbrae pour qu'il récupère le siège et qu'ils enterrent la hache de guerre une bonne fois pour toutes. Ce matin-là, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. J'avais toujours un message de lui le matin, mais cette fois-ci, rien. Je n'avais pas envie d'y croire, mais j'avais un très mauvais pressentiment. Keith habitait chez une amie de sa mère à Millbrae. Il a dit à Angela Dunn, l'amie en question, qu'il partait rejoindre Tiffany au Pancake House de Millbrae. Il avait rendez-vous à côté de chez lui. Il allait récupérer un siège bébé pour conduire ses filles en visite le week-end suivant. Mais il n'est jamais revenu. L'ami de sa mère s'est aperçu que Keith était parti au rendez-vous sans son portefeuille et ses clés de voiture. Le Pancake House de Millbrae était juste à côté de chez elle. Le lendemain matin, quand elle a constaté qu'il n'était toujours pas rentré, Angela Dunn s'est inquiétée pour Keith. Le 29 avril, à 9h du matin, elle a appelé le bureau du shérif pour signaler sa disparition. Elle a révélé autre chose à la police. Quand elle a appelé le portable de Keith, c'était une femme à San Francisco qui avait répondu. Cette dame avait trouvé le téléphone par terre au Rose Garden de Golden Gate Park. Son portable est trouvé au bord de la route. C'était très étonnant de la part de Keith. On a compris qu'il s'était passé quelque chose de grave. Au début, tout le monde a mis des affiches. On les a placardées un peu partout en ville. On essayait de sensibiliser les habitants. On a fait des posts Instagram et on demandait aux followers de partager le plus possible. On en parlait à la radio. On laissait des messages à Keith en lui disant qu'il nous manquait et qu'on était inquiets pour lui. L'info était partout, dans les JT, sur les réseaux. Tout le monde était au courant. Ses amis organisaient des battues. On ne savait pas où il était, mais son téléphone avait été trouvé à San Francisco, donc une battue a été organisée là-bas. On a aussi organisé des recherches à Millbrae, où il habite, et dans le sud de San Francisco. Partout. J'ai décidé d'aller voir au Pancake House de Millbrae. J'ai fait un repérage des lieux. J'ai essayé de voir où étaient les caméras. Quelqu'un avait peut-être remarqué quelque chose. La police est en possession du téléphone de Keith, dont les données sont d'une importance cruciale. Pour l'instant, la police n'a qu'une seule information. Keith a disparu depuis la veille au soir. Elle sait que Tiffany Lee est la dernière personne connue à lui avoir parlé au Pancake House. Elle veut savoir ce qu'ils se sont dit et ce qui s'est passé. Le soir du 29 avril, les enquêteurs se rendent chez Tiffany. Elle a admis l'avoir vue au Pancake House pour discuter de la garde des enfants et pour lui donner un siège auto-bébé pour sa voiture. Mais elle prétend qu'après le rendez-vous, chacun est reparti de son côté. On m'a dit que tu avais disparu. Tu pourrais me rappeler, s'il te plaît? Je sais pas si t'es bourré, mais rappelle-moi quand t'as le message. 5 jours après la disparition de Keith, la police retrouve son téléphone avec toutes les données intactes, ce que Tiffany ignore. Quelque chose cloche. La police convoque Tiffany au commissariat pour l'interroger. Une nouvelle fois, Tiffany dit qu'elle a vu Keith au Pancake House après 22 heures pour lui donner le siège.
et qu'ils ont eu une conversation à cœur ouvert au sujet de la garde de leurs enfants. Elle dit que la discussion s'est terminée sur une note positive. Il est sorti de la voiture et elle est rentrée chez elle. Elle l'a laissé sur le parking. Elle déclare à la police qu'elle n'a pas eu de nouvelles depuis. Ce que Tiffany ne sait pas, c'est que la police a récupéré les données du portable de Keith. Le téléphone s'est connecté au Wi-Fi de chez elle, ce qui indique que Keith est passé au manoir. La police pensait réussir à la déstabiliser avec l'histoire du téléphone, mais c'est mal la connaître. Elle est restée très calme. Pourquoi son téléphone était dans la voiture et pas lui? J'arrête pas de vous répéter que je ne sais pas. Il n'est pas rentré en voiture avec moi. Elle nie catégoriquement que Keith était chez elle ce soir-là. Elle dit à la police qu'elle n'a aucune raison de faire du mal à Keith parce qu'ils viennent de trouver un accord pour la garde. Elle est avec Kaveh, il est avec Cynthia, ils sont passés à autre chose. Néanmoins, elle dit à la police qu'elle soupçonne plusieurs personnes qui auraient pu lui faire du mal. Elle veut leur donner des noms. Elle a raconté à la police que Keith était dans un gang de motards et que c'était peut-être eux qui l'avaient kidnappé. Elle a même insinué que c'était peut-être un mari jaloux qui l'avait enlevé. Toutes ces théories étaient complètement ridicules. Personne n'avait entendu parler de ces histoires. Quand on connaissait Keith, on savait que c'était impossible. Je pense que c'était un moyen de faire diversion et de reprendre le contrôle de l'histoire. Pour quelqu'un qui se dit innocent, c'est étrange qu'elle mette autant d'efforts à faire peser les soupçons sur d'autres. Elle donne tout un tas d'hypothèses. Selon moi, c'est ce qui la rend la plus suspecte. Si une personne est bouleversée à cause d'un décès, elle pense à la manière de l'annoncer à la famille, à ce qu'elle va faire pour gérer le deuil. Tiffany pensait à toute autre chose. À ce stade de l'enquête, tout le monde a réalisé que Keith était probablement décédé. On espérait surtout retrouver son corps pour que justice soit faite. Deux semaines après la disparition de Keith Green, le corps d'un homme est retrouvé à 100 km au nord de San Mateo. La victime est un homme. Il porte une paire de chaussettes noires, mais sinon, il est nu. Le corps est retrouvé à Hillsburg, dans un champ en bordure de route. Je n'arrivais pas à y croire et pourtant, j'avais un pressentiment. La presse a révélé qu'un corps avait été retrouvé. Il était à moitié décomposé. L'article ne donnait pas le nom de la victime parce qu'ils attendaient les résultats des prélèvements dentaires pour l'identifier. Quand on a lu l'article, on était presque sûr qu'ils avaient retrouvé Keith. L'autopsie révèle que le corps est bien celui de Keith Green. Selon le médecin légiste, Keith a pris une balle dans la bouche. La blessure par balle intraorale constitue la cause directe du décès. La victime avait une dent ébréchée de l'intérieur vers l'extérieur. La police pensait qu'un pistolet semi-automatique de calibre 9 mm avait été placé dans la bouche de Keith, que la gâchette avait été actionnée une fois et que le recul de l'arme au moment du coup de feu lui avait ébréché une dent. Au cours de l'enquête, quand la police a examiné l'endroit où le corps a été trouvé, elle a fouillé toute la zone. Elle n'a pas trouvé de douille ni de balles. Il y avait très peu de sang autour du corps. Il semble que Keith n'ait pas été abattu à cet endroit. La police essaie de déterminer où le crime a été commis et leurs soupçons se tournent vers la Silicon Valley. Son ancienne compagne est la dernière personne à l'avoir vue. Mais on cherche toujours la scène de crime. On ne sait pas où Keith a été tué. Un tir dans la bouche qui ressort par la nuque génère énormément de sang. Il nous faut cette scène de crime. La police est retournée sur le parking du Pancake House de Millbrae, où Tiffany et Keith se sont vus et a réquisitionné les vidéos de surveillance. Les policiers se sont attelés à regarder toutes les images en détail.
Grâce aux caméras de surveillance du parking, la police a vu, comme on pouvait s'y attendre, la voiture de Tiffany Lee quitter les lieux. Mais surprise, la police a pu voir une Chrysler 300 grise quitter le parking pour suivre la Mercedes G-Wagon de Tiffany Lee. Les enquêteurs ont contacté la direction du Golden Gate Bridge et ont demandé les enregistrements vidéo de tous les véhicules ayant traversé le pont pendant une période de 5 heures. Ils ont obtenu des images de la Chrysler qui traverse le Golden Gate Bridge au moment même où le corps de Keith est jeté dans l'eau. Après d'intenses recherches, la police finit par découvrir que la voiture qu'elle recherche appartient à un certain Olivier Adela. Olivier venait d'Afrique de l'Ouest. Il était venu aux États-Unis pour devenir coach sportif et il habitait dans la baie de San Francisco. Il avait une magnifique femme et un enfant. Il vivait le rêve américain. En novembre 2015, il a rencontré Kaveh Bayat, le nouveau compagnon de Tiffany. Kaveh lui a promis qu'il le rendrait riche. Il lui a proposé un salaire à 6 chiffres pour devenir son garde du corps. Olivier Adela est considéré comme suspect dans le meurtre de Keith. Sauf qu'il reste 2 questions. Quel est son mobile et a-t-il agi seul? Quand on vit dans la Silicon Valley, on est entouré par la richesse des autres. Certaines personnes se laissent facilement tenter par des occasions trop belles pour être vraies. Kaveh a presque conditionné Olivier à y croire. Avant que Keith disparaisse, il recevait des menaces. Keith pensait que Kaveh avait des paroles aussi dures parce qu'il était sous le coup de la colère et qu'il ne mettrait pas ses menaces à exécution. Mais quand on a retrouvé son corps, j'avais beau me creuser la tête, je n'arrivais pas à trouver de lien plus logique que celui-là. Kaveh s'était installé tout de suite après le départ de Keith. Il a pu profiter du jour au lendemain d'un train de vie très luxueux et je pense qu'il avait peur de le perdre si un jour Tiffany et Keith se remettaient ensemble. Après tout, ils avaient 2 petites filles, donc ce n'était pas impossible. Je pense que Kaveh appréhendait cette éventualité. Il le prenait comme une menace envers lui. Il voulait l'éviter à tout prix. Si Tiffany retournait avec Keith, cette vie de luxe s'envolerait à tout jamais. Je pense que c'est pour ça qu'il faisait autant d'efforts pour éloigner Keith le plus possible de Tiffany. Je n'avais jamais rencontré Olivier. Je n'avais jamais entendu parler de lui. Je ne sais pas pourquoi il aurait tué Keith. Une fois qu'elle a saisi la voiture d'Olivier Adela, la police cherche des preuves et plusieurs questions se posent. Rien ne prouve que Keith Green a été assassiné dans le coffre de cette voiture. Mais la police trouve une petite quantité de sang à l'arrière du coffre. Elle trouve aussi une petite quantité de sang sur la poignée de la porte arrière. Le sang dans le coffre et sur la poignée est trop endommagé pour être analysé. Bien qu'on ne puisse pas en extraire l'ADN, la présence de sang démontre de façon assez claire qu'il est impliqué dans le meurtre. La police a trouvé des traces de sang dans la Chrysler d'Olivier Adela qui prouvaient que la voiture était liée au crime. À l'intérieur de la voiture, elle a aussi trouvé une facture pour un téléphone prépayé. Quand la police a obtenu un mandat de perquisition pour les relevés téléphoniques, elle a constaté qu'il avait été activé le 19 avril, soit 9 jours avant la disparition de Keith. La police a trouvé un message vocal d'Olivier Adela qui se faisait passer pour un joueur de la NFL pour essayer d'organiser une rencontre avec Keith quelques jours seulement avant sa mort. Elle a également trouvé des SMS échangés entre Olivier Adela et Keith où tous les deux tentaient d'organiser une rencontre quelques jours avant la disparition de Keith. Les seuls numéros appelés par le téléphone prépayé d'Olivier Adela étaient ceux de Keith Green, du téléphone personnel d'Olivier Adela et de Kaveh Bayat qui avait lui aussi un téléphone prépayé. La police s'est rendue compte que Kaveh Bayat et Olivier Adela communiquaient entre eux avec ce genre de téléphone.
Elle a aussi découvert que le téléphone personnel d'Olivia Adela avait été localisé le soir de la mort de Keith dans le Rose Garden, à l'endroit où le portable de Keith a été retrouvé le lendemain matin du crime. On pouvait le voir traverser le Golden Gate Bridge avant de retourner au 1800 Trousdale, où se trouvait l'appartement qu'Olivier louait. Quand j'ai découvert que Kaveh Bayat et Olivier Adela utilisaient des téléphones prépayés, j'ai tout de suite pensé qu'ils étaient coupables. C'est la première chose qui m'est venue à l'esprit. Ils utilisaient ces portables parce qu'ils étaient impliqués dans un crime. Ils n'utilisaient pas leur téléphone personnel qu'on peut tracer facilement. Je pense qu'ils sont impliqués dans la disparition de Keith Green. Pourquoi Olivier Adela aurait-il utilisé un téléphone prépayé? Et comme par hasard, la personne à qui appartient l'immeuble où il habite est Tiffany Lee. Des tas de preuves montrent qu'Adela est impliquée dans le plan visant à se débarrasser de Keith. Et il y a aussi énormément de preuves circonstancielles qui relient Tiffany Lee et Kaveh Bayat à Olivier Adela. Le 20 mai, Olivier Adela est arrêté par la police. Son appartement est fouillé et la police trouve une boîte en plastique contenant une montre en diamant qui appartenait à Keith Green, ainsi que des milliers de dollars en espèces. Mais les preuves ne sont pas suffisantes pour relier Olivier au meurtre. On ignore toujours où il s'est produit. Pourtant, la police est certaine qu'Olivier Adela n'a pas agi seul. Le lendemain, le matin du 21 mai 2016, une équipe du SWAT débarque dans le manoir de Tiffany Lee à Hillsborough. À toutes les unités, vous pouvez commencer l'intervention. Bien reçu. Le SWAT fouille la Mercedes de Tiffany, mais il ne trouve rien. Pas de scène de crime, pas d'arme du crime. Néanmoins, quand l'équipe du SWAT fouille le manoir, elle trouve une pièce qui appartient à Kaveh Bayat. C'est une pièce avec uniquement ses affaires, dans laquelle se trouve une paire de baskets de Keith Green. Peut-être celle qu'il portait le soir de sa mort. Quand Angela Dunn a appelé le bureau du shérif le 29 avril pour signaler la disparition de Keith, elle a dit qu'il portait une paire de baskets Nike bien particulière, en 44,5. Dans la pièce de Kaveh, on a trouvé 30 paires de baskets. Il n'y en avait qu'une seule en 44,5. Et c'était une paire de baskets Nike rose bien particulière. Certaines personnes pensaient que Kaveh avait gardé la paire de baskets de Keith comme une sorte de trophée. Après la fouille du manoir, la police embarque Tiffany Lee et Kaveh Bayat en garde à vue. Quand j'ai appris que Tiffany et Kaveh avaient été arrêtés par la police, j'ai tout de suite été soulagée. Depuis le début de l'affaire, j'avais une intuition qui me disait qu'il y avait quelque chose de pas net avec ces deux-là. Quand on les a arrêtés, je me suis dit que c'était parce qu'ils avaient suffisamment de preuves contre eux. Sinon, la police ne l'aurait pas fait. J'espère de tout mon cœur que justice sera faite. Le corps de Keith a été retrouvé depuis 3 semaines. Où en est l'enquête? La police a arrêté Kaveh Bayat, ainsi qu'Olivier Adela et Tiffany Lee. Ils sont derrière les barreaux. La police a plusieurs preuves pour chaque suspect, mais aucune ne se relie entre elles. Il y a une preuve A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, mais il n'y a pas de fil qui tisse une toile de ce qui s'est réellement passé. Les 3 clament leur innocence. Trois semaines après que le corps de Keith s'est retrouvé, Olivier Adela demande à rencontrer un journaliste et lui raconte une version choquante des faits. Ils arrêtent la voiture. Kaveh est sur le siège arrière, Tiffany est à l'avant. Et Keith aussi. Mais il est mort. Olivier a donné sa version des faits. Il a déclaré habiter au 1800 Trousdale,
dans un immeuble qui appartenait à la famille Lee. Le soir du 28 avril, il était chez lui. Tiffany Lee est arrivée à son appartement avec sa Mercedes G-Wagon. Kaveh Bayat était dans le véhicule. Et d'après Olivier, le corps de Keith était avec eux. Kaveh dit à Olivier qu'il doit se débarrasser du corps et il lui montre un pistolet noir qui dépasse de sa poche. Olivier ne sait pas quoi faire. Son sort est scellé, qu'il s'exécute ou qu'il ne s'exécute pas. Il comprend que s'il ne se débarrasse pas du corps immédiatement, ils vont le tuer. Olivier a sorti le cadavre de la Mercedes et l'a déposé dans sa voiture, une Chrysler 300. Il a conduit jusqu'à Hillsburg et a déposé le corps dans un champ. Selon la loi californienne, ce n'est pas un meurtre, parce que la victime était déjà morte quand il l'a récupérée. Le bureau du procureur a conclu avec Adela un accord de plaidoyer préalable au procès dans lequel il a accepté de plaider coupable de complicité après les faits, en échange d'un témoignage honnête pendant le procès pénal contre Tiffany Lee et Kaveh Bayat. L'accusation prévoyait d'appeler Olivier Adela à la barre comme témoin clé du procès. Quand on a découvert l'histoire d'Olivier, j'étais très surprise qu'il y ait une troisième personne dans l'équation. Personnellement, je crois à sa version des faits. Quand j'entends son histoire, ça a du sens. Je pense qu'il dit la vérité. Je ne vois pas quel serait le mobile d'Adela pour tuer Keith. Je pense que Tiffany et Kaveh sont coupables. La manière dont les choses avaient été présentées dans la presse faisait inévitablement croire que Tiffany était coupable de meurtre. Les procureurs parlent d'une bataille pour un droit de garde qui finit en meurtre. C'était l'une des plus grosses affaires de la South Bay. Un procès pour meurtre met en cause une héritière et un supposé triangle amoureux. Tous les ingrédients étaient réunis pour que la presse en face s'échoue gras. C'était un meurtre et en plus, il y avait énormément d'argent en jeu. Je pense que les médias se sont emparés de l'affaire en grande partie parce que la personne accusée de meurtre était quelqu'un d'extrêmement riche. Ce qui a affolé encore plus la presse, c'est que pendant la garde à vue de Tiffany, le juge a placé la caution à 35 millions de dollars. Pour payer sa caution, Tiffany a donné plusieurs biens immobiliers en garantie. Selon la loi californienne, les biens doivent avoir une valeur d'au moins 2 fois le montant de la caution. Ce qui veut dire que pour qu'elle sorte de garde à vue en attendant le procès, sa famille devait mettre en gage 70 millions de biens immobiliers. Tiffany Lee vient de verser la caution la plus élevée de l'histoire. Je n'avais jamais entendu parler de quelqu'un qui paye une caution à 8 chiffres. D'autant plus que c'est 70 millions de dollars. La suspecte est sur le point de sortir de garde à vue. Tiffany est rentrée chez elle. Elle est restée en liberté en attendant le procès. On ne savait toujours pas clairement comment Keith était mort. De nombreuses questions sur la mort de Keith Green restent malheureusement sans réponse. Voici où nous en sommes. Il y a 3 suspects dans cette affaire. Et il y a un cadavre. Le corps a une dent ébréchée et un trou dans la nuque. On n'a pas retrouvé la balle ou la douille, ni l'endroit où la victime a été tuée. La police continue son enquête et découvre des SMS entre Kaveh Bayat et Tiffany Lee. Au fil des messages, Kaveh dit à Tiffany que Keith veut lui extorquer plus d'argent, qu'il se fiche des enfants et que c'est une vipère. Et Tiffany lui répond « D'accord, feu vert ». Quand les enquêteurs tombent sur ces messages, ils considèrent que c'est une manière détournée de dire « tu peux le tuer ». Le procureur décide de croire la version des faits d'Olivier Adela. Dans cette affaire, il n'y avait que des preuves circonstancielles. Mais beaucoup d'accusés ont été condamnés uniquement avec ce genre de preuves. Les preuves circonstancielles peuvent avoir beaucoup d'impact.
Même s'il n'y avait pas de preuves qui incriminaient directement Tiffany dans le meurtre de Keith, j'étais persuadée qu'à l'issue du procès, elle serait déclarée coupable par le jury. L'accusation devait prouver que Tiffany et ses complices avaient eu l'intention de tuer Keith au-delà de tout doute raisonnable, ce qui constitue un niveau de preuve extrêmement élevé. Quand le jury a donné le verdict, tout le monde était sous le choc. Aujourd'hui, le jury a déclaré Tiffany Lee non coupable d'avoir organisé la mort de son ancien compagnon, qui est aussi le père de ses enfants. L'appel à la justice pour la victime restera peut-être sans réponse. Des rumeurs circulaient. Tiffany aurait acheté les jurés et le juge pour s'en sortir. Je ne sais pas. Je ne comprends pas qu'elle n'ait pas été reconnue coupable. C'est très délicat de condamner quelqu'un pour meurtre ou pour association de malfaiteurs en vue de commettre un meurtre. Les preuves médico-légales ne corroboraient pas l'histoire d'Adela. Il a déclaré que Keith était déjà mort quand il l'a vu pour la première fois au 1800 Truesdale. La thèse de l'accusation était que le meurtre avait eu lieu au manoir d'Hillsborough. Cette hypothèse était fondée sur le témoignage d'Olivier Adela. Il a dit que Tiffany et Cavey étaient venus jusqu'à chez lui avec le cadavre de Keith Green déposé sur le siège avant de la voiture. Le corps de Keith était posé sur le siège avant de la Mercedes de Tiffany alors que tout le monde pouvait le voir. Ça n'avait pas de sens. Ce n'était pas logique que deux meurtriers posent le cadavre sur le siège avant de leur voiture. Ça aurait été stupide de leur part. Et la police n'avait pas trouvé assez de sang pour prouver que quelqu'un avait été tué puis déplacé dans le véhicule. D'autant plus qu'en consultant le dossier d'enquête, nous avons appris qu'il y avait deux témoins présents au manoir de Tiffany au moment des faits. Un chef cuisinier et une garde d'enfants. C'est peu probable que quelqu'un ait tiré sur Keith Green au manoir alors que deux personnes auraient pu l'entendre. Adela a avoué ce qu'il ne pouvait pas nier et a nié ce qu'il ne pouvait pas avouer. Les preuves démontraient clairement qu'il avait aidé à se débarrasser du corps. Sa localisation prouvait qu'il se trouvait au même endroit. La vidéo de surveillance du parking et de la voie rapide le montrait se diriger vers Sonoma pour se débarrasser du corps. Il devait nous expliquer comment le cadavre de Keith était venu en sa possession, ce qu'il en avait fait et pourquoi. Si quelqu'un est le témoin clé dans une affaire criminelle, il faut faire en sorte que la résolution de l'affaire ne tienne pas uniquement sur son témoignage, qui représente plutôt la cerise sur le gâteau. Dans le cas du meurtre de Keith Green, toute l'affaire reposait sur Olivier. C'est lui qui a témoigné du fait que la victime était déjà morte quand il l'a récupérée dans la voiture de Tiffany, en présence de Cavey. C'est une situation qui représente un obstacle quasi insurmontable pour la justice. L'accusation devait corroborer le témoignage et ce n'était pas possible avec les preuves à disposition. Ce sont ces différents aspects de l'affaire mis bout à bout qui ont amené le jury à prendre cette décision. Tiffany a été acquittée. Pour Cavey, le jury était dans l'impossibilité de se prononcer et a décidé de ne pas le rejuger. Il y a un autre prévenu dans cette affaire, Olivier Adela. Il a avoué s'être débarrassé du corps, mais le procureur n'envisage pas de nouveau chef d'accusation. La seule personne qui a passé du temps en prison était Olivier Adela, et il n'y est pas resté longtemps. Nous avions tous le sentiment que justice n'avait pas été rendue. Son meurtre restait impuni. Elle a tout manigancé. Je la connais depuis 6 ans, ce n'est pas quelqu'un de bien. Cette affaire ressemble beaucoup à celle de Nicole Brown et O.J. Simpson. La mère de Keith dispose d'un autre moyen de mettre en cause la responsabilité de quelqu'un pour la mort de Keith. Colleen Cudd est la mère de Keith Green. Elle nous a sollicité au nom de ses deux petites filles pour porter plainte au civil contre Tiffany Lee pour mort injustifiée. Dans le procès civil, nous ne devions pas prouver comment ou pourquoi Keith était mort. Il fallait qu'on prouve que Tiffany Lee était celle qui avait mis le plan exécution pour le faire tuer. Avant le procès, Tiffany Lee nous a fait une offre que nous estimions conforme à l'intérêt des deux petites filles. Et nous l'avons acceptée. Quand les enfants de Keith Green et Tiffany Lee auront 18 ans, on les informera qu'elles possèdent $5 millions chacune, plus les intérêts.
Cet argent leur permettra d'être libres de faire ce qu'elles veulent de leur vie, de poursuivre les carrières de leur choix et surtout, ça leur donnera les capacités de comprendre ce qui est arrivé à leur père pour que justice soit enfin faite. Il parlait tout le temps de ses filles. Il essayait toujours de faire rire les autres. Il adorait recevoir du monde. C'était un cuisinier hors pair. Il préparait de bons petits plats à partir de rien. Ça aussi, ça me manque énormément. C'était un gars génial. Tout le monde l'adorait. Les habitants se sont mobilisés pour lui. C'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Je me souviens que j'étais tellement triste que je pleurais toute seule dans ma chambre. C'est une des expériences les plus difficiles que j'ai jamais vécues. C'était quelqu'un d'unique. Il savait comment me rendre heureuse. Avec lui, je me sentais belle. C'était quelqu'un de bien. Même les moments ordinaires restent de bons souvenirs. Il me reste les bons souvenirs. L'argent et le pouvoir ont joué un rôle crucial. Dès le début de leur relation, Tiffany contrôlait Keith. Grâce à sa fortune, elle pouvait dire aux hommes d'aller et venir en fonction de ses envies. Sinon, son couple aurait été une relation instable comme une autre. Quand quelqu'un possède une fortune aussi exorbitante, avec tant de pouvoir, les conséquences de ses actes sont d'autant plus graves. C'est ce qui transparaît dans cette affaire. C'était, et c'est toujours, une horrible affaire de meurtre. Il faut désormais penser aux filles de Keith Green. Découvriront-elles la vérité? Dans la Silicon Valley, argent et pouvoir permettent aussi de commettre des meurtres en toute impunité.